On va attendre encore quelques minutes. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce webinaire. Alors, est-ce qu'il y a encore des participants qui arrivent? On en est à 33. Bon, je pense qu'on va commencer. Donc bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'appel à commun Grandir en lien avec la nature. Donc cet appel à commun a pour objet de vous représenter un peu donc les grands objectifs et critères de cet appel à commun, de revenir un peu aussi sur les projets soutenus lors des éditions passées, mais également aussi vous donner l'occasion de poser toutes vos questions. Alors, comme vous pouvez le voir, vos caméras et micros sont coupés, mais vous pouvez poser vos questions via le chat, donc tout au long du webinaire, et on y répondra. Je propose tout d'abord qu'on fasse un tour de table des fondations, fonds et fondations présentes aujourd'hui avec nous. Donc, je me présente, Anna Dufour, et je représente la Fondation de France en tant que membre de ce collectif. Et je passe la parole à ma collègue Clara. Bonjour à tous, donc Clara Schumann, je travaille aussi à la Fondation de France et contribue à cet appel à commun sur grandir en lien avec la nature. Et je passe la parole à Patricia. Alors, Patricia Young-Sing de la Fondation Terra Symbiosis. Donc, c'est une fondation qui est abritée à la Fondation de France, qui soutient depuis 2015 des projets justement pour favoriser le lien à la nature auprès des enfants. Et donc, on est dans l'appel à commun depuis le début, depuis 2021. Je passe la parole à David. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc David Sève, directeur de la Fondation Nature et Découverte, qui elle aussi est impliquée, donc est abritée par la Fondation de France et est impliquée dans cet appel à commun depuis sa création. Donc en 2021, on va pouvoir vous expliquer ça tout à l'heure. Voilà. Alors, j'ai oublié aussi de vous présenter Alexia Rambure qui travaille de manière proche sur l'appel à commun et sur son organisation que je laisse se présenter. Avec son micro ouvert. Voilà, oui, donc Alexia Rambure, chargée de mission pour la Fondation Terra Symbiosis, et donc fondation pour laquelle je travaille depuis 2017, voilà, avec Patricia. Et maintenant, je passe la parole à Nicolas Deporter. Bonjour, donc Nicolas Deporter, délégué général de Doumoro, qui est un fonds de dotation familiale basé à Lyon. Et c'est la première fois que nous participons à cet appel à commun. Voilà, nous venons de rejoindre le collectif. Alors, je passe la main à Jonathan. Tiens, vas-y, Jonathan. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Jonathan Guyot, responsable programme et partenaires environnementaux au fonds de dotation 1% for the Planet, et on est en partenariat avec l'appel à commun depuis plus de 3 ans maintenant, et on offre en fait l'opportunité à certaines des associations qui sont sélectionnées lors de cet appel à commun de venir pitcher lors des rencontres pour la planète que je vous présenterai tout à l'heure.
Et puis, il nous reste Claire hein, qui vient d'arriver. Est-ce que Claire, tu veux bien te présenter? Oui, alors désolée, j'ai du mal à me connecter. Donc Claire Colombet, je fais partie de la Fondation Groupe EDF et on a rejoint l'appel à commun pour cette nouvelle édition. Et donc on est très heureux de faire partie des mécènes de cet appel à commun. Et au sein de la Fondation, je m'occupe plus particulièrement de l'axe sur les actions éco-citoyennes. Voilà en 2 mots. Parfait. Merci à tous de vous être présentés. Alors, avant de passer la parole à David, qui va vous présenter un peu la genèse de l'appel à commun, je voulais aussi vous rappeler le nom des autres fondations qui font partie de ce collectif et qui sont pas là aujourd'hui. Donc, la Fondation Léa Nature, la Fondation Le Marchand et la Fondation Une Goutte d'eau pour la planète. Voilà, j'espère que je n'ai oublié personne. David, c'est à toi. Oui, donc bienvenue à tous et à toutes pour cette présentation de l'appel à commun. L'objectif aujourd'hui, et c'est ce que je vais commencer par faire, c'est vous présenter l'historique, l'intention de cet appel à commun. Donc c'était un appel à commun qui a été au départ imaginé par 2 fondations, la Fondation Terra Symbiosis, la Fondation Nature et Découverte, avec la Fondation de France qui abrite nos 2 fondations et qui a pour objectif de mettre en place des actions qui ont à vocation d'être les plus pérennes possibles et répondant à un certain nombre de critères qu'on a pu définir de par notre expérience sur des projets qu'on finance. Donc, comme l'a très bien précisé Patricia tout à l'heure, depuis 2015 pour les fondations Nature et Découverte et Terra Symbiosis. Donc, l'objectif de ce projet, ça a été de se dire, on est des fondations qui avons une certaine compétence, expérience sur ces sujets. Comment on peut décupler dans un contexte français où la pédagogie active au contact de la nature est relativement peu développée et surtout comment on peut contribuer à définir une forme d'éducation au dehors, donc grandir en lien avec la nature, qui soit ancrée dans les territoires, qui soit le fruit d'une collaboration et qui soit également l'engagement à essaimer et à produire du commun. Donc, on s'est appliqué à nous-mêmes, Fondation, cet adage. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a donc des fondations qui sont là depuis le départ, mais également des fondations qui nous rejoignent pour développer une capacité de financement qui va nous permettre d'adresser le sujet de l'essaimage vers une pédagogie active tournée vers le dehors, la plus développée en France. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je peux vous dire simplement on arrive là à partir du 9 décembre dans la 4e édition de cet appel à commun, qu'on a construit au fil du temps et qui nous permet donc d'adresser aujourd'hui une vision à la fois territorialisée, à la fois agrégée au niveau des régions et des territoires qui vont être concernés par les projets qu'on va financer, et concertée au niveau national avec des échanges entre les projets ramifiés au niveau national, ce qu'on souhaite développer particulièrement cette année. Voilà, peut-être Anna, je te laisse développer les 3 objectifs de cet appel à commun pour introduire un peu mieux ce projet. Oui, merci David. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Ça va reprendre des choses que vous a dit David. Mais moi, je vais vous parler plus précisément des critères et des grands objectifs donc, de cet appel à commun et plus particulièrement de 3 d'entre eux qui vont être analysés par les membres du comité de sélection. Alors, le premier est l'importance de la pédagogie active dans vos projets. Alors, on vous demandera de développer en quoi
votre pédagogie vise à l'épanouissement et à l'autonomie des enfants et en quoi elle permet à ces jeunes d'être acteurs de leur éducation et aussi de leur apprentissage. On demandera également que soient organisées régulièrement des sorties à l'extérieur pour favoriser donc le lien au sensible et aussi pour connecter concrètement et profondément les enfants à la nature. Alors bien sûr, vos projets devront être adaptés à l'âge et à la situation des enfants. Le deuxième critère important est que votre projet soit porté, comme le disait David, par un collectif d'acteurs. Donc ce critère est d'autant plus important que la volonté réelle de cet appel à commun est de favoriser la création d'un maillage territorial autour de la pédagogie active. L'idée est que cela soit des acteurs de différentes natures, donc associations, écoles, etc., qui pensent et qui pilotent ensemble le projet. Donc, on appréciera particulièrement les projets qui sont portés par des structures qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble et qui ont parfois des missions opposées, voire hors de leur réseau habituel, mais qui ont réellement une volonté de collaborer ensemble. Et donc, dans votre dossier, on vous demandera de préciser le rôle de chacun, en quoi votre projet donne sa place à chacun dans les décisions et comment s'organise donc le suivi et le déroulé du projet. Euh, Également, on portera une attention sur la dimension territoriale de votre projet, dont la création d'une dynamique territoriale qui vous permettra de toucher un maximum d'enfants de toutes les conditions sociales. L'idée, en fait, d'un collectif aussi de pouvoir toucher un large territoire, que ça soit à l'échelle départementale ou nationale, ou sur une zone très dense. Mais aussi, pourquoi pas aller au-delà de nos frontières avec des projets qui puissent inspirer nos voisins. Et enfin, on souhaite valoriser la création de communs, c'est-à-dire le partage en fait de ressources de contenu que vous avez ou vous allez créer afin qu'ils puissent être diffusés et accessibles à tous, donc sur le territoire national. Voilà, est-ce que j'ai oublié certaines choses? Alors, Anna, moi j'ai oublié quelque chose d'important de préciser dans l'introduction, c'est que au-delà de ce collectif de mécènes qui va donc sélectionner les projets que vous allez nous présenter, qui viennent d'être brillamment présentés par Anna sur les différents panels de critères auxquels ils vont devoir satisfaire. Il y a une deuxième étape dans cet appel à commun qui vous est proposé, une étape qui est optionnelle, mais qui est une vraie opportunité, c'est celle de pouvoir candidater au 1% pour la planète et donc d'avoir une chance d'être sélectionné parmi les lauréats donc de l'appel à commun pour pouvoir pitcher à l'occasion du 1% pour la planète. Et ça, c'est donc Jonathan qui va vous le préciser tout à l'heure dans son intervention. Mais avant cela, on va donner la parole à Oui. Patricia. Alors, merci, merci Anna. Je vais partager, en fait, je vais faire une petite présentation du bilan des 3 dernières années aussi pour vous donner une idée du volume des projets, du montant des financements, et puis pour vous donner aussi un peu des exemples de projets qui ont été financés, voilà, pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Euh, alors, je vais partager la carte. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc ça, c'est la carte donc des lauréats. Alors ça, c'est... alors attendez, parce que là, je n'en vois... Voilà, donc il y avait... Donc on voit qu'il y a eu 55 projets qui ont été financés pendant ces 3 premières années de l'appel à commun. Des projets qui sont vraiment financés dans toute la France, hein. On voit voilà, toutes les régions globalement qui sont concernées, hein, même s'il y a des zones de France, bien sûr, qui sont peut-être plus actives que d'autres, mais vraiment, on a des collectifs territoriaux un peu partout qui se sont montés. Et donc, il y a certains projets qui ont été financés 1 fois, 2 fois, voire 3 fois, hein, puisqu'on voit aussi des triples lauréats, des doubles lauréats.
Et donc ça, c'est possible, hein, ça a été possible et c'est toujours possible de présenter un projet plusieurs fois. Alors évidemment, pour un projet qui a été financé peut-être, 3 fois, 2 fois, 3 fois, on va aussi, être peut-être regardant de ce qui a été réalisé, de ce qui va être projeté. Hem, on a bien sûr une dotation, qui est limitée, donc on doit aussi faire un équilibre entre les projets qu'on accompagne depuis plusieurs années, qui se développent et qui ont vraiment un rayonnement intéressant, et puis aussi quand même des projets qui ont envie de démarrer, qui se construisent. Donc c'est tout un équilibre, délicat, mais voilà, qui est, finement regardé, du coup, dans différentes étapes qui vous seront détaillées plus tard. Et puis donc les chiffres clés, un petit peu pour vous donner une idée. Donc par année, on finance à peu près, 30 projets entre, voilà 27 et 33 projets selon les années. On a une dotation, voilà, qui est autour de 400 000, entre 350 450 000 €, à laquelle justement le montant complémentaire alloué par le 1 est vraiment conséquent aussi, puisque, pour, les 4-5 projets qui seront, présentés, donc c'est voilà, l'année dernière, par exemple, presque 100 000 € de plus, qui ont été apportés. Et donc cette année, on aura à peu près la même dotation, pour le 2025, hein. Donc on aura à peu près le même type, le même nombre de projets en tout cas qui seront financés. Voilà pour vous donner un peu une idée des sommes. Bah, comme vous l'avez vu aussi, là je l'ai enlevé, mais on est à peu près entre, 12 000 € de montant moyen, attribué par projet, entre 12 et 15 000 €. Et donc, alors, il y a plusieurs typologies donc de projets qui sont financés. On va dire, voilà, plusieurs étages, de projets. Hem, alors, on va dire qu'il y a un premier étage qui est souvent des projets à l'échelle, communale ou intercommunale. Par exemple, je vous donne, l'exemple, d'un projet qui s'appelle Avril, qu'on avait financé l'année dernière, hein. C'est une association en Normandie qui a été financée, même 2 ans et qui a aussi candidaté au 1. Et donc l'association Avril, par exemple, c'est une association qui développe qui est déjà une association d'éducation à l'environnement qui existe depuis, les années 80, donc qui a noué, de nombreux liens avec, des partenaires justement locaux, et qui avait un espace en fait à disposition, dans justement un lieu qui pourrait justement servir de tiers-lieu à ciel ouvert, hein. Ils ont décidé d'en faire un tiers-lieu pour, favoriser l'échange, la rencontre autour des pratiques de connexion à la nature. Ils avaient développé, depuis plusieurs années, en développant justement des actions concrètes, d'expériences de nature pour les enfants, donc toute une expertise avec, la petite enfance, hein, avec, des liens forts avec les acteurs de la petite enfance et aussi le monde de l'enfance, hein, à travers des camps éco-citoyens, l'accompagnement d'enseignants vers l'école du dehors. Et donc en fait, les acteurs du territoire ont sollicité Avril, pour sur ce tiers-lieu, faire un espace justement d'échange, un lieu ressource justement en commun, permettre de se retrouver avec, les assistantes maternelles, les enseignants de l'école du dehors, avec, les différentes institutions qui travaillent, la CAF, l'ARS, et donc un espace vraiment pour se co-former sur les pratiques d'éducation du dehors et de vraiment initier une dynamique territoriale. Et donc même si, ce projet finalement était, assez, petit, enfin, puisqu'il était sur une communauté de communes, et donc il reste sur un espace aussi un peu limité. On l'a trouvé vraiment intéressant parce qu'il permettait vraiment d'avoir une dynamique, partenariale intéressante, localement et puis aussi, c'est une association qui a des liens forts avec le Frêne, avec, la dynamique Sortir, donc avec aussi un niveau régional et puis un niveau national. Donc une caisse de résonance intéressante. Donc ça, c'est un type de projet, par exemple, qui a été plutôt financé en année 1 à 10 000 €, en année 2 à 12 000 €. Donc voilà, des projets parfois aussi locaux qui sont entre 8 et 12 000 €, voilà, comme celui-là. Après, on a un autre niveau, un niveau plutôt à l'échelle départementale ou régionale
Et donc, on a pu financer, vous l'avez peut-être vu brièvement hein, dans la carte, on a financé des graines pas mal aussi, hein, donc des groupes justement régionaux d'éducation à l'environnement. Et, et donc, pardon, plutôt des graines qui sont financées autour de 15 000 euros, pour vous donner une idée. Et donc, par exemple, le Graine Occitanie qu'on a financé 2 fois, qui a souhaité vraiment mettre en place aussi donc toute une dynamique territoriale d'éducation dans la nature avec une modalité un peu spécifique en créant des binômes entre associations et collectivités territoriales, par exemple compétentes en matière d'enfance et de jeunesse. Donc ils ont décidé de créer 8 partenariats dans la région. Et à chaque fois, chaque partenariat est porteur d'initiatives d'éducation dans la nature, donc soit dans un établissement scolaire, d'un accueil collectif de mineurs, d'une crèche. Et donc souvent, c'est une initiative qui sert de point d'ancrage pour essaimer après l'éducation dehors et donc dans laquelle les collectivités sont fortement impliquées. Hem, il y a aussi bien sûr les délégations, ARS, CAF, services jeunesse. Donc voilà un peu un type d'action qui a été mis en place, par exemple, au niveau départemental. On a aussi soutenu d'autres graines, par exemple, le graine Pays de la Loire, qui a été aussi, lauréat 3 fois et qui a vraiment, posé les bases pour, diffuser l'éducation dehors, dans la région. À la fois en formant les enseignants à l'école du dehors, en accompagnant justement des enseignants, en prenant des liens forts avec l'éducation nationale, en accompagnement des structures d'éducation à l'environnement pour, faire binôme justement avec les enseignants, en emmenant les institutions, la région, les départements, les collectivités territoriales, l'éducation nationale. Donc tout ce rôle, vraiment d'emmener le territoire, au niveau régional vers l'école du dehors. On a eu pas mal de projets autour de ça. Et aussi, troisième étage, les projets justement à l'échelle nationale. Heu on a pu soutenir le FREN, par exemple, dans la création d'une formation de formateurs, et de ressources pédagogiques, justement, qui sont un peu justement les référentiels de formation qui seront diffusés, sur toute la France. Hem et puis un projet aussi assez emblématique, que vous connaissez sûrement, qui est la Fabrique des communs pédagogiques, qui était aussi au 1 pour la planète, cette année et qui se veut vraiment un peu la caisse de résonance, pour accompagner le développement de la classe dehors en France. Enfin, vous êtes d'ailleurs tous invités aux rencontres internationales de la classe dehors à Marseille, hein, les 14 et 17 mai 2025 et donc par exemple, pour un projet national comme la Fabrique des communs pédagogiques, on a fait un soutien à 20 000 €. Voilà pour vraiment, mobiliser, au niveau national, la coopération entre les acteurs, l'éducation nationale pour vraiment diffuser, au plus haut niveau, la classe dehors. Donc un peu ces 3 niveaux avec aussi des niveaux de financement, un peu à l'échelle, des besoins du projet et cette année aussi on se propose d'être aussi plus à l'écoute des besoins financiers. C'est-à-dire que si, voilà, que pour des projets vraiment nationaux ou d'ampleur qui emmènent vraiment tout leur territoire, on peut, être ouvert à un financement plus élevé aussi. Voilà. Je m'arrête là peut-être, puis n'hésitez pas aussi à poser des questions, pour tout à l'heure où on aura un espace d'échange. Moi, j'avais envie d'ajouter, il y a ce qu'on finance en direct, et puis il y a toutes les interrelations qui se nouent ou qu'on permet de favoriser entre ces différentes échelles de projet. Et c'est tout l'intérêt global de l'appel à commun, c'est justement d'avoir une vision un peu holistique de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. On a une attention particulière aussi à intervenir dans l'ensemble des régions. Donc de favoriser des régions qui peuvent être émergentes et pas seulement les régions qui sont très en avance sur ces sujets-là, de sorte à créer une forme de répartition nationale la plus équilibrée possible pour faire monter ensemble tous en compétences. Et dans les graines que tu citais tout à l'heure, on pourrait aussi indiquer qu'on a certains graines qui vont être, par exemple, dédiées à comment on intervient plutôt au niveau de collège, d'autres comment on va intervenir dans une agglomération auprès d'enfants de tout petits qui sont en crèche. Et donc, c'est ces complémentarités que, avec cette vision globale du sujet, on arrive à bien adresser
et à créer disons, des coopérations fortes au-delà même des projets qui sont constitués. Mmh. Peut-être, c'est vrai que je l'ai pas vraiment précisé, mais en fait, dans les typologies de projets soutenus, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu tout un fort développement de l'école dehors, c'est pour ça qu'on en a pas mal parlé. Mais dans l'appel à commun, il y a d'autres projets aussi qui ont été accompagnés, notamment, autour des aires terrestres éducatives, du développement de lieux, autour de la petite enfance, hein. Beaucoup d'éducateurs de jeunes enfants qui souhaitent se former justement à aller dehors, dès la plus petite enfance. Il y a aussi tous les projets autour de la végétalisation des espaces, de la renaturation des espaces, que ce soit dans les écoles, dans les crèches, dans les accueils collectifs de mineurs, donc il y a aussi tous les projets qui sont menés dans les collèges, dans les lycées, comme le disait, David. Il y a aussi tous les projets de séjour, il y a les terrains d'aventure aussi, naturels qui se développent aussi aussi dans des quartiers peut-être, voilà, à besoins forts. Il y a aussi, des projets autour de l'agriculture urbaine qui ont été développés, ces dernières années, hein. J'ai pas parlé des jeunes pousses qui ont aussi, pitché au 1 mais hem, c'est vrai que ces dernières années, de nombreuses fermes urbaines, sont nées, et donc l'opportunité de pouvoir faire classe dehors ou de sortir dans ces espaces, pour les, pédagogues est vraiment intéressante. Donc c'est vrai qu'en ville, ces espaces, de projets d'agriculture, d'alimentation, heu tous ces espaces nourriciers servent aussi de tremplin pour le lien à la nature dès la petite enfance. Je pense qu'on va passer la parole à Jonathan pour nous présenter le 1%. Alors, comme disait Patricia, hein, n'hésitez pas à poser vos questions dès à présent. On y répondra lors de la deuxième phase de ce webinaire. À toi la parole. Merci Anna. Donc, comme vous l'a très bien précisé David, on est en partenariat avec cet appel à commun pour offrir une opportunité de participer aux rencontres pour la planète sans avoir à déposer d'autres dossiers. Donc, je vais vite fait vous présenter ce qu'est le 1%. Le 1%, à la base, c'est quand même un collectif international d'entreprises qui s'engagent à reverser 1% de leur chiffre d'affaires à des associations environnementales. Et en France, on est une équipe de 10, on travaille au sein d'un fonds de dotation et on a depuis maintenant 9 ans, et là, ça sera la 10e édition, organisé ce qu'on appelle les Rencontres pour la planète. C'est un événement qui est devenu finalement incontournable sur la philanthropie environnementale en quelques années. On réunit mécènes, philanthropes pendant 2 jours pour venir écouter, découvrir 40 associations environnementales qui sont présélectionnées via un appel à projet que nous portons, que nous menons, que nous allons lancer courant janvier, mais également des projets pour une thématique qui s'appelle la pédagogie active au contact pour la nature, qui sont sourcés via l'appel à commun. Et ces associations présélectionnées viennent pitcher. C'est un exercice qui dure 8 minutes devant un parterre de mécènes, de philanthropes qui sont vraiment là pour les écouter et les soutenir directement. Et donc, l'idée un peu, c'est de vous présenter ce qu'est les Rencontres pour la planète, en quoi c'est une opportunité pour vous aussi de candidater à ce dispositif. C'est pas obligé. Comme l'a dit David, vous pouvez sélectionner une case si vous souhaitez y participer. Et ensuite, ça sera l'appel à commun, donc les bailleurs, les mécènes qui décideront quelles associations pourront être présélectionnées. Et ensuite, nous, on aura une phase d'arbitrage également, parce qu'on a plusieurs dossiers qui viennent par notre appel à projet. Donc, je vais vous présenter un petit peu ça, ce qui vous attend et en quoi c'est important d'y participer parce que c'est un super tremplin. Donc, il faut savoir que pendant 2 jours, là, les derniers chiffres qu'on a eus en 2024, les dernières rencontres ont lieu le 15 et 16 octobre à Paris. Ça a réuni plus de 165 mécènes et philanthropes qui représentaient 120 organisations qui sont donatrices, hein, finalement. Ils représentaient un budget philanthropique de plus de 159 millions, budget philanthropique dédié à l'environnement, hein, donc lors de cet événement, on va dire une bonne représentation à la fois de mécénat d'entreprises avec des petites, moyennes et très grandes entreprises, mais également tout ce qui est fondations familiales notamment, qui nous rejoignent pendant ces 2 jours.
Et à l'issue de ces 2 jours de pitch, certains mécènes, ceux qui le peuvent, vont se réunir pendant 2 heures et décider d'attribuer ce qu'on appelle, nous, des promesses de dons pour soutenir en direct les projets. Et donc, c'est une fabuleuse façon de faire présenter finalement vos initiatives à un parterre de mécènes qui peuvent vous soutenir en direct, mais également à d'autres qui pourront vous soutenir plus tard parce qu'ils ont peut-être d'autres canaux de décision qui sont peut-être un peu plus longs. Et donc, c'est voilà, une belle façon de présenter vos projets. Cette année, on a dépassé un objectif qu'on ne pensait pas atteindre. On a pu annoncer à la fin de ces 2 jours 2,2 millions d'euros. Alors, dedans, il faut savoir que lorsque vous êtes présélectionné aux Rencontres pour la planète, vous devez animer une campagne de crowdfunding. Donc, il y a une partie de ces dons qu'on annonce qui proviennent de la société civile. Le 1% vient également abonder ces campagnes de crowdfunding. C'est un mécanisme qui facilite finalement votre collecte de dons. Et ensuite, nous avons les mécènes. Donc, cette année, on avait plus de quasiment une trentaine d'organisations qui ont fait pour plus d'1,4 million de promesses de dons en direct pour soutenir les 40 initiatives qui ont pitché. Et nous avons également 7 thématiques. Donc, on couvre forcément énormément d'enjeux, l'agriculture, l'alimentation, la biodiversité, la rivière océan, et une thématique qui est vraiment dédiée à la pédagogie active au contact pour la nature, ce qui permet à la fois aussi de parler de cet enjeu qui nous semble vraiment important et de soutenir cette année 5 associations, et comme le disait Patricia, qui ont pu collecter là en direct, annoncé à la fin des Rencontres pour la planète, 96 000 euros et qui ont finalement collecté l'ensemble des montants qu'ils avaient demandé en complément de ce qu'ils reçoivent via l'appel à commun. Donc c'est aussi finalement un moment de rencontre, David le disait, rencontre entre associations, mais là également aussi rencontre entre mécènes. Il y a ce qui se joue le jour J, mais il y a aussi ce qui se passe après. Et en fait, on a du mal à le mesurer, mais on a déjà des retours, des échos des 40 associations qui nous disent que voilà, leurs dossiers sont passés dans certaines commissions, alors que voilà, par des mécènes qu'ils ont rencontrés lors de l'événement. Donc voilà, il y a une bonne vitrine pour faire connaître votre association, vos projets, être soutenu en direct, mais aussi après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ça reste quand même un exercice qu'il faut préparer. Comme je vous le disais, l'exercice, c'est 8 minutes de pitch devant des mécènes et ensuite un petit temps de 5 minutes de questions. Et donc, on vous accompagne dès le moment où vous êtes présélectionné. Donc, ça interviendra aux alentours de mi-juin, fin juin. Vous saurez si vous avez été sélectionné pour participer aux Rencontres pour la planète. Et à partir de là, nous allons vous accompagner jusqu'en octobre, à la fois sur la préparation de votre campagne de crowdfunding qui sera lancée aux alentours de septembre. C'est important, ça, voilà, vous devez animer cette campagne, collecter des dons auprès du grand public. Ça fait partie de ce montant annoncé. C'est quelque chose qui est aussi regardé par les mécènes. Ensuite, on vous accompagne sur la partie préparation du pitch. Et pour cela, il y aura différents webinaires qui vont être organisés, à peu près 4 entre juillet et octobre, sachant qu'on arrête un petit peu pendant la période de congé, hein, évidemment, et de congé estival. Et en septembre, on organise des ateliers en petits groupes ou d'une demi-journée où vous venez vraiment vous préparer en live à votre pitch. On le fait, on fait des retours à chaud, on vous fait des recommandations, on est plusieurs, et puis aussi entre associations, à essayer déjà de préparer ce qui vous attend en octobre. Et en octobre, alors là, cette année, on n'a pas encore la date qui est tout à fait arrêtée, mais on sait que ça va être au début octobre, entre début et mi-octobre. Vous participerez sur une journée aux Rencontres pour la planète. Donc, c'est un moment intense parce qu'il y a à la fois le pitch, mais aussi toutes les rencontres que vous pouvez faire lors de cette journée. Donc voilà, c'est important de prendre note que pendant 3-4 mois, il va falloir préparer et animer votre participation pour la rendre la plus efficace possible, parce que je peux vous assurer que c'est 2 jours intenses, riches, et ça passe très vite. Et il faut pouvoir maximiser au maximum votre participation. Et donc, on est là pour vous aider à vous préparer. Je pense que c'est bon pour moi.
Oui, Merci. on peut attester, puisque bon, on a 3 ans de recul maintenant de cette belle collaboration, que les associations, au départ de l'appel à commun, connaissaient pas bien souvent le 1% pour la planète. Et bah, toutes celles qui l'ont tenté l'ont adopté, quoi. Enfin, on a personne qui a tenté le 1% pour la planète et qui a été choisi qui n'est pas ressorti en nous disant waouh, c'est une super expérience et ça nous a permis de vraiment aussi nous monter en compétence. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé d'argent. Et je pense que c'est aussi important d'insister sur le fait que l'expérience du 1% pour la planète, ça vous donne la possibilité d'être particulièrement affûté sur la façon dont vous allez pouvoir parler de vos projets. À la fois le projet que vous allez présenter, mais ça vous donne aussi des méthodes pour pouvoir présenter efficacement votre projet à des mécènes et donc obtenir des soutiens plus favorablement, gagner en compétences, gagner en... Voilà, ce que dit en filigrane Jonathan, c'est que vous allez avoir des spécialistes de la communication qui vont vous aider dans cet exercice, une équipe du 1% pour la planète qui est très bienveillante est très compétent et qui a de l'expérience dans ces sujets et qui va vous permettre de sortir un petit peu grandi de ces expériences et on vous le souhaite, c'est le cas pour toutes celles qui l'ont testé, d'être soutenu. Voilà, pour donner un ordre d'idée, hein, 95 ou 96 000 euros, ça représente les dotations sur 5 associations. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais c'est un complément de financement qui n'est pas du tout négligeable. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat suite à l'intervention de Jonathan. Et sinon, on passe à Alexia. Oui, merci Anna. Donc voilà, moi maintenant je vais vous parler un peu du calendrier, voilà, des grandes étapes. Déjà une première précision qu'on n'a pas forcément mentionnée. Voilà, vous avez sans doute vu que nous avons maintenant à disposition un tout nouveau site dédié à l'appel à commun. Donc le site www.appelacommun. Voilà, donc un tout nouveau site dédié à l'appel à commun, le site www.appelacommun grandir en lien avec la nature.org, avec des tirets entre chaque mot. Voilà, et donc sur ce site, vous retrouverez toutes les informations relatives à l'appel à commun, ainsi que sur les sites de l'ensemble des fondations partenaires de l'appel à commun. Voilà, donc ceci étant dit, donc pour parler du calendrier, donc la sélection se fait en 3 étapes. Donc première étape, vous avez jusqu'au 20 janvier inclus pour nous envoyer un formulaire de candidature, une sorte de pré-dossier. Donc ce pré-dossier, il faut le déposer sur le site de la Fondation Nature et Découverte. Vous avez sans doute déjà vu le chemin. Donc, quand vous vous connectez sur le site de la Fondation Nature et Découverte, il convient de cliquer sur le bouton Déposer un projet en haut à droite de l'écran et puis de faire défiler la page et de cliquer sur le bouton Déposer une demande tout en bas de l'écran. Et suite à ça, donc vous êtes invité à renseigner un formulaire très synthétique, hein, en fin de compte, voilà, avec un peu les grandes lignes de votre projet. Alors pourquoi ce formulaire? C'est vraiment dans l'idée de vous éviter d'avoir à renseigner un dossier très long, très complet, pour apprendre en fin de compte que ce dossier n'est pas éligible ou qu'il est hors sujet ou qu'il ne répond pas à un des critères clés. Voilà. Et donc, au dépôt de ce formulaire, peu après le 20 janvier, une partie des associations qui ont déposé un formulaire seront présélectionnées. Les associations qui, tout simplement, avec leur projet, remplissent l'ensemble des critères demandés. Et ces fondations présélectionnées recevront par mail un dossier de candidature beaucoup plus complet à renseigner. Donc voilà, donc ça consiste plutôt en un dossier qui, une fois complété, voilà, représente une vingtaine de pages, avec des pièces administratives également à fournir.
Donc ce dossier, voilà, qui vous donne l'opportunité de présenter de façon beaucoup plus détaillée votre projet, sera à remettre jusqu'au mercredi 19 mars inclus. Et suite à cela, les fondations se réuniront pour sélectionner parmi les projets envoyés, parmi les dossiers envoyés, les dossiers qui seront confiés à l'instruction, qui seront envoyés à l'instruction. Et donc les instructeurs en charge de l'étude et de l'évaluation de ces dossiers les évalueront pendant la période d'avril et mai, voilà. Et les associations qui sont retenues à ce stade recevront en fait une invitation à échanger par téléphone, voilà, lors d'un entretien avec ces instructeurs et instructrices pour répondre aux questions éventuelles et permettre la bonne évaluation des dossiers. Et puis, suite à cela, donc lors d'une réunion de jury, le comité des fondations se réunira fin juin, donc sur la base des instructions émises et sur la base de leur propre évaluation des dossiers. Ils se réuniront fin juin pour déterminer qui sont les associations lauréates. Et donc les associations seront tenues informées de l'issue donnée à leur candidature, finalement à deux moments. Donc début avril, pour savoir si leur dossier qui a été envoyé est confié à l'instruction ou non. Et ensuite, fin juin, début juillet, pour savoir si leur dossier fait partie des dossiers lauréats ou non. Et, et par la suite, les financements sont alloués, les virements sont effectués dans le courant de l'été, de façon à vous permettre de mener vos projets à bien, les projets financés se déroulant par la suite à partir de juillet 2025 et jusqu'à, ça peut être voilà, jusqu'à, pour ceux qui mènent un projet sur une année scolaire, jusqu'à, mettons, juillet 2026, mais vous pouvez tout à fait mener votre projet jusqu'à la fin de l'année 2026. Voilà, j'ai vu que c'était l'une des questions dans le chat. Donc, pour répondre, la période des projets financés s'étend de juillet 2025 à décembre 2026. Donc voilà un peu pour les grandes dates et pour vous donner un peu une idée pour ce qui est de l'an dernier en termes de statistiques, hein, de nombre de dossiers, de dossiers reçus par exemple, et pour vous donner une idée un peu de la sélection qui est faite, on avait reçu 158 formulaires, donc 158 pré-dossiers. Suite à cela, nous avons donné la possibilité à 83 associations de déposer un dossier plus complet. Donc à ce stade, vous voyez voilà, qu'on a retenu finalement une association sur deux. Parmi ces associations à qui on a envoyé un dossier, 67 d'entre elles ont effectivement donné suite et ont choisi de renvoyer un dossier complété. Donc en fin de compte, voilà, 80% des associations parmi celles qui ont reçu un dossier ont choisi d'en envoyer un. Suite à cela, nous avons sélectionné parmi les dossiers reçus 43 dossiers qui ont été confiés à l'instruction. Donc vous voyez là, on est dans un rapport plutôt de 2 sur 3. Voilà. Et donc, ces 43 dossiers instruits ont finalement donné lieu à 33 dossiers lauréats. Donc, on a eu 3 dossiers sur 4 voilà, qui ont été lauréats. Voilà un peu pour vous donner un ordre d'idée sur un peu les probabilités, les chances voilà, que vous avez quand vous commencez à vous engager dans ce processus de candidature, les chances que vous avez d'être retenu. Voilà. Et j'en ai fini pour ma partie. Sur la première étape, j'aurais souhaité donner une petite précision, c'est-à-dire sur le site de la Fondation Nature et Découverte, effectivement, vous allez pouvoir trouver à différents endroits dans le site ce cartouche déposer un dossier de candidature.
qui va vous donner donc ensuite accès à introduire une demande. Et là, vous allez rentrer des premières informations. C'est important parce que dans le cadre de la Fondation Nature Découverte, on finance pas que des projets de l'appel à commun. On finance aussi des projets coup de main, on peut financer des projets de biodiversité, etc. Donc c'est très important dans le questionnaire qui va vous être adressé, pré-questionnaire qui va vous être adressé, vous allez remplir, de bien préciser que vous candidatez pour l'appel à commun. Vous aurez donc le choix entre comité majeur, comité coup de main ou appel à commun, donc de bien cocher cette case de façon à bien orienter votre dossier. Bon, on le retrouvera si vous cochez pas la bonne case, mais ça sera plus pratique pour nous pour les retrouver facilement. Voilà cette petite précision technique. On a terminé avec la présentation. Donc, on va passer aux questions-réponses. Je crois que des réponses ont déjà été apportées pour certaines questions. Oui, il y avait une question sur le calendrier, donc ça a été bien répondu, présenté par Alexia. Après, on a des questions un peu de cas, voilà, de cas particuliers. Dans l'école vert, vous parlez justement du fait que vous êtes très sollicité pour accompagner justement, transmettre des outils. Donc vous travaillez sur plutôt des fermes urbaines en QPV, sollicité donc par la collectivité pour participer à des groupes de travail, mais nous manquons de temps et de financement. Pensez-vous qu'un projet autour de cette thématique et avec tous ces partenaires puisse être proposé? Alors oui, 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 vous pouvez déposer un projet, hem, alors alors quand vous alors il faudra que vous précisiez, bien sûr, ce que vous souhaitez faire à partir des fermes urbaines que vous animez, mais ça a été déjà des projets qu'on a soutenus par le passé, hem, avec les jeunes pousses, dont je parlais tout à l'heure. Alors eux, c'était vraiment pour favoriser, heu le lien au dehors, pour les enfants, alors des écoles, mais pas uniquement aussi, hein, des périscolaires, des centres sociaux, heu, des crèches, bah, un peu ce que vous précisez dans votre question. Hem, c'est vrai que les fermes urbaines peuvent être des espaces, comme il quand il y a pas de forêt à côté ou de parc, d vraiment à disponibilité très de manière proche. Les fermes urbaines, ça peut être justement des lieux d'accueil, pour tous ces enseignants, ces pédagogues, ces éducateurs et donc ce que nous on peut financer, c'est la formation justement de ces pédagogues, vers, pour aller dans ces lieux, pour, amener les enfants. C'est toute l'ingénierie de projet, de monter un collectif justement avec, la collectivité, les différentes structures qui veulent, participer, et emmener les enfants dehors, donc ça, c'est tout à fait un projet qui pourrait être, éligible. En tout cas, n'hésitez pas à déposer un formulaire, sur cette thématique. Mmh. Alors, il y a une question après de Lise sur le FREN, enfin du FREN, pour des financements plus importants. Alors c'est vrai que ça, c'est une question, en fait, bon, alors déjà, bien sûr, ça va dépendre quand même des projets qu'on va recevoir, hein. Malheureusement, ça, on va être un peu contraint aussi, par, ben, déjà l'état des lieux des projets reçus. Mais c'est vrai que ce qu'on voulait dire par là tout à l'heure, c'est que, on avait un peu capé à 20 000 €, le soutien potentiel à des projets soit qui ont une ampleur vraiment particulière, pour ceux qui ont peut-être vu le bilan, de l'année dernière, en fait, on a soutenu par exemple une dynamique régionale, mais qui a une ampleur assez particulière. C'est le projet de l'Ariena, donc en Alsace, et donc c'est comme un graine, mais ils ont vraiment, pris le parti, d'engager en fait toutes les maisons de la nature, donc tous leurs adhérents, autour de l'école du dehors et donc ça, c'est vrai que au lieu de déposer plusieurs projets,
dans la région, ils ont décidé vraiment de se fédérer autour d'un projet global. Et là, on a décidé, par exemple, de soutenir un peu davantage, aussi grâce à des financements complémentaires d'autres fondations qui font partie de l'appel à commun. Donc ça, c'est un projet qui a, par exemple, eu 30 000 euros. C'était c'est un peu un cas particulier, hem, mais on aimerait, voilà, s'il y a un projet vraiment de grande ampleur, heu pouvoir, voilà, faire un peu sauter ce verrou de 20 000 €, mais tout va dépendre aussi, bien sûr, de la sollicitation, du projet présenté, des besoins vraiment du terrain et voilà. L'année dernière, Si vous voulez d'ailleurs, pour compléter. reciter le FREN, Mmh. on a eu 2 projets proposés par le FREN. Donc un projet de formation des enseignants dont a très bien parlé Patricia tout à l'heure. Mais on a aussi on a été alerté d'une opportunité de travailler plus largement. On parle de projets nationaux, mais on s'interdit pas de parler de projets francophones. Par exemple, avec nos amis suisses, bon, vous êtes nombreux à connaître Sarah Wauquiez. On avait une opportunité avec la Fondation BioViva, pas BioViva, pardon. Sylviva, Sylviva. Sylviva, pardon. Donc d'accompagner la formation d'enseignants ou de formateurs d'enseignants français grâce à des techniques qui ont été développées en Suisse et d'imaginer qu'on puisse faire vice versa, qu'on puisse aussi apporter des compétences qui sont développées sur le terrain en France et les partager avec nos amis suisses. Et ça, c'était quelque chose donc qu'on n'avait pas anticipé forcément, mais c'est vous qui êtes force de proposition aussi de ces projets-là pour nous permettre de voir plus grand, de mettre autour de la table davantage d'acteurs, notamment sur ces projets, on avait la Salamandre qui agit à la fois en France et en Suisse, qui était accompagnatrice. On a pu engager la Fondation Nature et Découverte Suisse sur ce projet. Voilà, l'idée c'est que vous soyez force de proposition et qu'on puisse aussi vous accompagner du mieux possible quand on trouve vos projets pertinents pour les soutenir plus largement quand c'est possible ou les mettre en relation aussi avec d'autres acteurs, y compris à l'international. Mmh. Il y a une question sur l'éligibilité, mais peut-être que je laisserai, Clara peut-être aussi développer, mais sur les parcs, est-ce que les parcs naturels, régionaux sont éligibles ou c'est que des associations loi 1901? Alors jusqu'à présent, on finance plutôt uniquement les associations loi 1901, mais dans le collectif, hein, puisqu'on vous demande de présenter un projet en collectif, ben, les parcs, sont tout à fait les bienvenus, les institutions, les mairies, enfin voilà, voilà, de manière plus large, hein, tout le monde est bien sûr, fait partie du collectif. Mais Clara, peut-être je te laisse, la main là-dessus. Non, 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 bah, c'est tout à fait. Mmh. Effectivement, pas besoin enfin, en tout cas, pas besoin de compléter parce que voilà, c'est dans l'appel à commun, on a décidé de soutenir les associations. Donc effectivement, le récipiendaire de la subvention sera une association loi 1901. Et généralement, dans le collectif que vous allez créer, enfin, si vous êtes un parc naturel et que vous portez un projet que vous allez copiloter, il y aura, enfin, très vraisemblablement une association qui sera autour de la table et qui pourra recevoir, le soutien. Voilà, parce que les parcs naturels peuvent participer au collectif et sont éligibles au mécénat par ailleurs, quand ils portent des projets d'intérêt général. Voilà. Alors, il y a une question aussi sur, est-ce qu'une association, hein, Fabienne Courant, on vous répond, pour l'association Recycle Plastique. Alors est-ce qu'une association qui n'a pas de cofinancement ou de subvention publique, peut espérer un financement de l'appel à commun? Alors, pas facile quand même, hein. Enfin, c'est vrai que moi, j'imagine vous connaissez peut-être la réponse, mais bah, c'est sûr qu'une association, enfin voilà, avoir des cofinancements, c'est quand même hyper important, pour la pérennité de votre projet, pour, la stabilité de votre projet, de ce que vous espérez faire, bien sûr, c'est important d'avoir des soutiens, surtout quand c'est, aussi, voilà, sur des territoires. En fait, nous, on a quand même pour vision de soutenir des projets territoriaux, qui s'ancrent un peu dans un voilà, dans le sur leur espace, donc dans leur environnement. C'est important que
que la collectivité puisse être partenaire aussi. Alors après, en effet, hein, on peut peut-être jouer un rôle de déclencheur. Ça a été aussi le cas dans le passé. Si on est là, s'il y a un cofinancement, enfin, s'il y a une lettre qui atteste bien que les fondations là sont là et financent, vous pourrez d'autant plus facilement embarquer après aussi des institutions. Ouais, j'aimerais ajouter que c'est une question qui est posée plus loin, donc j'en profite Mmh. pour faire un coup Mmh. double. Sur la Fondation Nature Découverte, on finance des coups de main aux associations. Alors, c'est pas les mêmes montants, hein, puisque c'est capé à 3 000 euros, plus potentiellement la possibilité d'être accompagné par un magasin local proche de votre initiative si vous avez été financé pour vous accompagner sur les 8 mois qui suivent sur un arrondi en caisse qui peut compléter le financement initial du coup de main. C'est un peu la première façon qu'on a de travailler ensemble. Donc, si le projet est vraiment émergent, si vous partez de zéro, bah, ça peut être intéressant de passer par cette étape. Euh, Après, si vous pensez que vous avez une visibilité ou un besoin de reconnaissance important à l'échelle de votre territoire, ça peut être aussi intéressant de nous interpeller là-dessus dans le cadre de l'appel à commun, puisque on a vu que ça pouvait vous donner une visibilité, une forme de caution aussi sur le territoire, d'avoir le soutien de cet appel à commun. Et donc, je précise que coup de main, appel à commun ou projet de biodiversité, c'est le même formulaire qui nous sert à présélectionner les dossiers. Le dossier sera différent à la deuxième étape, par contre, bien sûr. Je vois qu'il y a Clara? une question sur le pourcentage de financement par rapport au financement total, pardon, au budget total du projet. Donc, pour répondre à cette question, en fait, la dotation demandée à l'appel à commun doit représenter entre 20 et 80% du budget total du projet, hormis pour le cas de figure des associations qui redéposent une demande de soutien, qui demandent une reconduction, qui ont déjà été soutenues par l'appel à commun l'année précédente. Et dans ce cas-là, on leur demande que la sollicitation demandée auprès de l'appel à commun représente entre 20% et 70% du budget total du projet. Voilà, puisqu'on estime que, enfin, on souhaite que le projet aussi trouve voilà, d'autres sources de financement et s'autonomise peu à peu du financement alloué par l'appel à commun. Donc tout ça, ça va faire partie des critères de l'instruction et de sélection hein, du jury. C'est-à-dire que voilà, plus un projet va trouver des soutiens localement, va pouvoir se pérenniser, bien sûr, ça va être une force aussi pour le projet. Hein. Donc, mais après, on sait que c'est un chemin et que tout dépend à quel niveau le projet est financé. Entre le... Mais ça fait partie, bien sûr, des critères. Il y avait une question aussi sur est-ce que les projets qui sont déjà lauréats ou candidats des fondations respectives sont aussi éligibles pour postuler à cet appel à commun? Ben, oui, oui, tout à fait, hein, d'ailleurs, il y a des projets qui peuvent, comme le disait David, des associations qui peuvent se retrouver même 2 fois dans des projets, et qui, par ailleurs, peuvent aussi être, des lauréats ou des projets financés des fondations partenaires, de l'appel à commun. Oui, moi je vais répondre à une question sur l'éligibilité des entreprises ESS ESUS. Donc on parle vraiment d'associations, loi 1900 éligibles. Les entreprises statut SAS, SA ne sont pas éligibles au soutien des fondations, au soutien du mécénat. Donc même si vous avez effectivement l'agrément ESUS de l'économie sociale et solidaire, celui-ci ne vaut pas pour l'éligibilité au mécénat. Voilà. Oui, j'aimerais bien aussi rebondir sur un autre sujet qui est celui de comment on travaille ensemble pour nous dans le cadre de cet appel à commun. En tout cas, ce qu'on souhaiterait promouvoir,
Est-ce qu'il s'agit d'un travail en partenariat ou vraiment en gouvernance partagée du projet? Et donc on insiste, c'est la très bonne question, hein. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande, c'est un petit peu de sortir de votre zone de, je sais, j'aime pas trop cette expression, mais vos habitudes et d'aller chercher des gens avec qui vous avez peut-être pas forcément la possibilité, l'habitude de travailler parce que c'est des gens qui font sur le territoire des choses qui sont assez proches de ce que vous faites et avec lesquels vous pouvez potentiellement être mis en concurrence. Donc tout le pari de cet appel à commun, c'est de vous convaincre de tendre une main à ces associations qui sont sur le territoire avec vous pour être moins dans une position de compétition et plus dans une position de gouvernance partagée où vous allez pouvoir organiser une réponse à ces besoins sur le territoire de façon organisée, concertée, gouverner ensemble. Et surtout produire du commun ensemble. Ça peut être des formations, ça peut être des outils, et ces outils et ces formations, tous ces éléments que vous allez pouvoir construire ensemble, cette coordination que vous allez pouvoir mettre ensemble, ça va être une forme de cordée disponible aux petites structures qui vont être également sur votre territoire pour avancer plus vite, rejoindre votre coordination et apprendre à votre contact à faire bien, à faire mieux peut-être, sûrement on le souhaite, et à faire ensemble surtout pour adresser quelque chose de le plus complet possible à l'échelle du territoire que vous visez et dans une forme d'intelligence collective qu'on souhaite promouvoir grâce au financement. L'essentiel, on ne l'a pas dit, mais c'est en filigrane, c'est que on va financer essentiellement du fonctionnement à travers cet appel à commun. On va vous donner les moyens de travailler ensemble à l'échelle de votre territoire. Et c'est bien ça qu'on pousse fortement, et cet esprit d'initiative collective à différentes échelles du territoire, comme l'a très bien décrit Patricia tout à l'heure, qui nous semble être les conditions indispensables pour un essaimage au niveau national qui soit le plus réparti sur le territoire. Voilà. Oui, je pense que ça, c'est une question importante. Enfin, en fait, on finance moins de sorties dehors. Enfin, ça, je dirais que ça, c'est l'objectif final, hein, la vision finale, c'est que le plus d'enfants puissent sortir, dans la nature, en France, hein, développer les expériences de nature. Mais en fait, ce que nous, on finance vraiment, c'est, comme le disait David, hein, c'est la gouvernance, l'organisation, hein, c'est vraiment la coordination, des dynamiques territoriales, pour, voilà, pour permettre l'écosystème, pour que le maximum après, d'enfants puissent sortir, donc c'est dire toute cette organisation, territoriale, regrouper justement les acteurs entre eux, se coordonner, former et monter en compétences, la mise en place aussi d'outils de communication, hein, pour renforcer la coopération des acteurs. Ça peut être aussi l'organisation d'événements ou de colloques qui font partie justement de ces projets de dynamique territoriale. Ça peut être des ressources, de la recherche-action aussi, qui a déjà été financée. Donc nous, on est plus dans l'ingénierie, hein, et donc par exemple, il y a Canopter là qui nous écrit d'Alsace, qu'on connaît aussi. Et ben, oui, alors on a financé des projets où il y avait que des bénévoles, par exemple, enfin, alors c'était peut-être un peu plus spécifique. Il y avait des projets assez innovants avec, très peu de salariés, voire même je crois qu'on a financé le recrutement d'un premier salarié, par exemple pour, l'association, l'archipel de Kems, aussi en Alsace, à côté de Mulhouse. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'était le maillage territorial, hein, toute cette dynamique partenariale qu'ils mettaient en place avec, en cassant les silos. C'est un peu l'envie aussi de cet appel à commun,
c'est, il y a quelques années, on s'est rendu compte que tout le monde travaillait un petit peu en silo, quoi. L'éducation à l'environnement, l'éducation nationale, le monde de la petite enfance, et en fait, ces mondes-là ne se connaissent pas forcément. Ils apprennent de plus en plus à se connaître, hein. Il y a aussi tout le monde de la santé aussi aujourd'hui, ou de l'urbanisme, l'aménagement des espaces, par exemple, qu'on voit, dans les projets de végétalisation. Donc en fait, c'est aussi, les expériences de nature, c'est un peu une opportunité pour, apprendre à casser un peu ces silos et apprendre à mieux se connaître, à travailler ensemble, et nous, on finance ça, en fait. Vraiment la possibilité de travailler ensemble dans un territoire, avec, peut-être plusieurs casquettes, hein. Il y a ceux qui sont plus, experts en agriculture, en alimentation, d'autres en pédagogie active, d'autres, dans l'accompagnement de la toute petite enfance, d'autres l'éducation nationale. Enfin voilà, il y a plein de casquettes, mais en fait, il y a la même finalité, c'est aller dehors, se relier avec la nature, casser un peu cette société des enfants d'intérieur, voilà. Donc c'est un peu, donc une petite association peut aussi candidater si elle a cette vision-là, à son niveau, à son échelle. Oui, cette vision d'être intégré à un tissu collectif sur le territoire. Et ça, c'est super important. C'est super important pour sa résilience. Et ça, on l'a peut-être pas dit assez aujourd'hui, mais on a commencé à financer des projets depuis 2015, plus spécifiquement sur ces enjeux. Et c'était beaucoup des associations qui étaient émergentes. Et on a appris de nos erreurs, c'est-à-dire que à vouloir sortir coûte que coûte ces associations de l'anonymat, euh, on est devenu des financeurs un peu indispensables à leur survie. Et quand est arrivé le Covid, notamment en 2020, ben on a vu beaucoup de ces associations-là souffrir de ne pas avoir assez tissé des liens sur le terrain avec d'autres pour leur donner un peu de résilience. Donc, d'où l'importance de cet appel à commun, de dire, ben, on avancera plus vite et ensemble si on a des bases solides. Évidemment, on fait aussi le constat, hein, ça fait maintenant, voilà, on a quelques années d'expérience de mécénat derrière nous et on s'aperçoit aussi que souvent, les expériences les plus innovantes, elles nous viennent évidemment du terrain. Elles nous viennent évidemment de gens super motivés qui démarrent, qui comprennent des codes que les précédentes n'ont pas encore complètement intégrés ou à côté desquels ils sont passés, ou saisissent des nouvelles opportunités. Et c'est ça qui rend vivant justement ce travail en réseau. Donc évidemment, on n'a pas du tout intérêt à se couper du terrain, mais plutôt dans une logique de intégrer quelque chose à l'échelle de son territoire qui permet de faire grandir durablement, de façon pérenne, ces projets et pouvoir être épaulé aussi, pas réinventer des choses qui sont déjà bien acquises sur le territoire et pour les permettre de grandir peut-être pas forcément plus vite, mais en tout cas de façon plus structurée. Je Je crois pense que qu'on les a règles de cofinancement, Ouais, je crois qu'on y a on a tout répondu pas dit. mal aux autres, je crois qu'on a fait un peu le tour. Hem, on a aussi parlé du financement de collectifs et de tout ce qui était gouvernance partagée. Un Oui, peu le de la réseau. production de ressources, ben ça on l'a dit, hein, on peut justement financer des ressources. Alors, c'est vrai que quand il y a des projets autour de mal-être pédagogique ou de ressources, au niveau, départemental, régional, on fait assez quand même attention à ce que la ressource n'existe pas déjà, parce que, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de financements d'outils pédagogiques déjà, notamment autour de l'école du dehors. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on va organiser des rencontres de lauréats, dans quelques mois, pour, apprendre à mieux se connaître, que les collectifs, puissent partager leurs livrables aussi, et pas non plus, faire des doublons, alors qu'il y a déjà beaucoup de choses qui existent de grande qualité. Alors, et notamment, bon, après il y a des espaces nationaux où vous pouvez, trouver de la ressource aussi, notamment, bah, pour l'école du dehors,
il y a le site Classe dehors, il y a le Fresne qui voilà, qui fait déjà la liste de beaucoup de ressources existantes, hein. Et j'ai un commentaire d'Angélique Duréa qui demande si le fait de mettre les parents qui sont pas toujours réceptifs à cette pédagogie du dehors dans la boucle euh, peut être financé par l'appel à commun. Et alors, on n'a pas parlé des parents. Effectivement, les parents, ben, forcément, sont prescripteurs de l'éducation de leurs enfants. Alors, on a des gens qui sont, nous, ce qu'on peut observer avec notre recul, hein, c'est qu'avant 2015, quand on disait d'emmener des enfants dehors, on avait une écoute toute relative des parents et souvent, on avait très peu de gens concernés, mais hyper convaincus. Et quand on a passé le, le Covid, où les parents se sont retrouvés à gérer leurs enfants et ont compris que ben, l'école, c'était aussi un moment où on s'occupait pas seulement de leur délivrer des connaissances, mais aussi de les occuper et de les faire grandir et de les faire s'épanouir. Ben, faire ce travail-là à la maison tout seul, faire enfermer, c'était pas simple. Donc là, il y a eu vraiment un déclic qu'on a pu observer de la part des parents qui se sont dit, ah mais en fait, effectivement, aller dehors, pouvoir disposer quand on est en ville d'un jardin où on peut emmener les enfants, ou quand on est à la campagne, d'une zone qui aura été aménagée pour organiser le contact avec la nature, ou le fait tout simplement d'organiser des actions ou soutenir des parents pour les aider à passer l'étape de se dire, moi, je suis pas un spécialiste de la nature et pourtant, si j'emmène mes enfants dehors, ça va leur faire le plus grand bien d'un point de vue psychique, d'un point de vue voilà compétences cognitives, etc. Mais donc ça, effectivement, de faire les parents, les alliés de cette pédagogie pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, évidemment, ça fait partie du sujet. Et c'est très important de les mobiliser également. Alors, dédier un projet à cela, ça, je crois qu'on l'a encore jamais fait dans le cadre de l'appel à commun. Nous, on avait fait un projet avec le Grain Île-de-France qui s'appelait Mes parents sont verts. Et c'était un programme de formation des parents pour qu'ils se déculpabilisent, notamment des très urbains, du fait de rien connaître à la nature et pourtant ne pouvoir emmener leurs enfants dehors parce que ça va leur faire le plus grand bien. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question d'Angélique. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions potentielles? C'est le moment. On n'est pas, alors toutes les fondations sont pas représentées, hein, mais bon, c'était compliqué. On est quand même nombreux de pouvoir trouver une date disponible pour vous donner un maximum d'informations le plus tôt possible. Et ça, c'est peut-être ce qu'on a fait cette année qu'on n'avait pas fait les années précédentes. Les années précédentes, on faisait ce webinaire à l'étape où les gens avaient déjà déposé leur dossier de candidature et avaient reçu une réponse positive ou juste avant. Et là, on le fait très en amont. Ça nous semble pertinent parce que du coup, on joue vraiment carte sur table avec vous dès le départ et on vous donne la possibilité aussi de vous organiser avec un peu plus de recul pour répondre aux attentes de cet appel à commun, bien que vous en saisissiez les tenants et les aboutissants et que vous puissiez nous faire des projets qui correspondent le mieux à notre besoins identifiés à cette date sur les projets qu'on souhaite privilégier dans nos financements. Je dis bien à cette date et peut-être c'est l'occasion aussi de dire qu'on a des fondations qui nous rejoignent. Et donc Nicolas en est voilà la figure aujourd'hui. On a tout à l'heure Claire qui a pas pu rester avec nous, mais intègre aussi cet appel à commun. Et de vous dire que on s'applique à nous-mêmes ce qu'on vous demande, c'est-à-dire que on apprend en marchant. Cet appel à commun, depuis sa création, il est vraiment plébiscité par les associations et on en est très, très heureux. Ça veut dire qu'il répond vraiment à un besoin sur le terrain, mais on souhaite aussi le faire grandir, l'adapter au mieux à vos besoins
Patricia le disait tout à l'heure, les 25 et 26 mars prochains, on va proposer aux 55 lauréats de l'appel à commun des 3 premières années de se réunir pour réfléchir, avoir un retour d'expérience au bout de 3 ans sur des projets qui ont été financés. Qu'est-ce qui fonctionne moins bien, qu'est-ce qui pourrait être déployé, qu'est-ce qui pourrait être euh, valorisé davantage. Comment on peut vous donner la possibilité de travailler davantage avec les collectivités territoriales? Comment on peut valoriser le fait que vous ayez été soutenu dans le cadre de cet appel à commun vis-à-vis d'elles? Comment on identifie mieux les passerelles qu'il peut y avoir entre vos projets? Et on participe aussi à vous faire connaître quand vous vous connaissez pas entre vous, au-delà de vos territoires, toujours dans l'idée de apporter ce fourmillement d'informations, de compétences, de connaissances qui va vous permettre d'enrichir vos projets et les rendre encore plus percutants, adaptés sur le terrain et aussi faire valoir ce que vous avez comme spécificité, singularité dans votre territoire que vous avez peut-être envie de partager avec d'autres qui pourraient habilement, de façon intéressante, pouvoir les déployer ailleurs. Voilà. Une question sur l'enregistrement, hein. Ça va être enregistré, hein, ce webinaire, et on pourra vous pourrez le revoir depuis le début pour ceux qui l'ont raté. Et, euh, et Oui, Angélique, pardon. oui, je voulais aussi rajouter qu'il sera certainement disponible sur notre site appel à commun. Voilà, donc si vous le cherchez, il sera sur le site. Oui, Angélique, reposer la question sur un peu la valorisation des outils, des actions, la capitalisation des actions mises en place depuis le début de l'appel à commun, entre autres. Est-ce que ça peut être, ça peut faire partie de l'appel à commun? Alors oui, oui, hein, l'appel à commun a pour but vraiment de former, quoi, de former toute la communauté des pédagogues. Donc les outils qui ont été mis en place par vos collectifs, justement, pour les former, pour voilà, tous ces, ça peut être justement valorisé. Après, en faisant attention qu'il n'y a pas de doublon, encore une fois. Je pense que ça, c'est toujours une question, hein. Nous, on va faire, on va regarder avec, assez finement quand même, de pas financer des choses trop similaires. Heu, mais hem, mais voilà, si vous avez mis en place des livrables particuliers, que vous souhaitez le diffuser largement dans votre région, que si c'est un outil qui est vraiment adapté, à votre contexte, à vos actions, ça peut rentrer dans le financement de l'appel à commun. Oui, on peut ajouter aussi que en 2020, on a créé Tous dehors France, un collectif qui se veut très ouvert sur les associations, justement pour compléter cette vision one-to-one qu'on a dans l'appel à commun par une vision plus large où on va, grâce à Tous dehors France, qui est un collectif donc ouvert à toutes les associations euh, qui le souhaitent, pour travailler sur les enjeux, notamment la pédagogie du dehors à l'école, mais pas seulement à l'école, de travailler sur un centre de ressources qui va pouvoir notamment s'enrichir de projets qui auront été financés par l'appel à commun jusqu'à présent. De façon, alors, quand on vous dit on ne veut pas financer 2 fois la même chose, en même temps, il faut qu'on puisse vous donner la possibilité d'accéder à des choses qui existent déjà, qu'on connaît et qui peuvent vous permettre de progresser. Donc, on essaie de répondre par là même euh, à ce besoin d'avancer en apprenant des autres et en regardant un peu ce qui se passe autour. Je ne sais pas si Patricia, tu voulais compléter sur ce point. Patricia, elle est figée, donc je ne sais pas si elle nous entend encore. Ouais. Ah, Patricia, en fait, je venais de préciser le rôle potentiel et complémentaire de Tous dehors France. Je ne sais pas si du coup
as entendu mon intervention et si tu souhaites apporter quelques précisions sur ce qu'on imagine. On va utiliser l'année 2025 un petit peu du fait qu'on a du recul comme une année de laboratoire, c'est-à-dire pour être beaucoup dans l'introspection, l'analyse de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Le faire avec les mécènes qui étaient déjà dans l'appel à commun et puis le faire avec les mécènes qui arrivent dans cet appel à commun avec des idées et la volonté de développer aussi des choses de leur côté, euh, avec des expériences qu'ils ont pu avoir de leur côté, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est important de montrer que on n'est pas coupé du reste du monde à travers cet appel à commun, mais bien connecté le plus largement possible avec les associations, euh, dans une logique de partage de connaissances comme dans une logique de soutien financier. J'ai peut-être un sujet aussi qui n'a pas été forcément abordé dans les questions, mais que nous, on reçoit régulièrement lors de l'ouverture de l'appel à projet pour la planète. Je vois qu'il y a pas mal d'associations agréées 1% dans la liste des participants. Vous pouvez candidater aux 2 appels à projet, ce n'est pas fermé. Mais si vous candidatez à l'appel à projet pour la planète, donc du 1%, ne recandidatez pas avec un projet sur la thématique pédagogie active au contact pour la nature, parce que nous, on va vérifier entre les 2 appels qu'il n'y ait pas de doublon et vous ne pouvez être, si pour participer au Rencontre pour la planète, il n'y a qu'une seule place par organisation. Donc, 2 projets ne peuvent pas être sélectionnés et il faudra un moment arbitré. Mais voilà, ce n'est pas fermé, c'est possible. Je sais que cette question va venir très prochainement en janvier-février. Est-ce que Nicolas, tu as envie d'apporter ton rapport d'étonnement ou non, ça peut être intéressant de partager en tant que nouveau mécène ce qu'on vient de vivre ensemble avec les associations euh, et peut-être préciser en tant que nouveau mécène justement quelles sont tes premières intentions ou ce qui t'a fait rentrer dans cet appel à commun. Ça peut être intéressant aussi de comprendre ça pour les associations qui nous écoutent. Merci David. Non, je vais pas parler trop longtemps parce qu'on est déjà à 1h30 de webinaire donc, et on a répondu à beaucoup de questions. Je sais que c'est un exercice qui n'est pas évident pour tous. Dans ce qui m'a fait entrer avec Domoro dans la dynamique, c'est le fait de pouvoir travailler avec d'autres bailleurs sur des thématiques sur lesquelles nous, on est impliqués depuis quelques années. De pouvoir sentir un peu la variété des projets qu'on peut trouver un peu partout en France. Autour de cette belle philosophie qui est comment on fait ensemble des projets de reconnexion avec la nature. Voilà, globalement, tu sais, je suis toujours favorable à faire avec les autres. Je trouve souvent un peu ridicule de faire sa stratégie de son côté. On ne fait pas une stratégie à l'échelle d'une organisation. Quand on cherche à atteindre des enjeux sociétaux, on fait avec les autres. Quand on partage la même philosophie. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on a voulu rejoindre cet appel à commun. Voilà. Bon, merci à tous pour votre participation. On a hâte de pouvoir sentir un peu la variété des projets que vous proposez directement chez vous, un peu aux 4 coins de la France. Voilà. Et nous, on est très heureux d'accueillir voilà, des gens avec cette philosophie dans le cadre de l'appel à commun. Et on se dit que on porte des messages qui inspirent. Et ça fait plaisir. Et ça permet, c'est aussi intéressant de le dire aux associations qui sont en face de nous, puisque au-delà de ce que nous, on peut financer, la première chose, c'est vos projets qui nous inspirent. Donc, c'est une valorisation aussi de votre travail et de la qualité des propositions que vous nous faites. Je crois qu'il reste peut-être encore 2 questions auxquelles on n'a pas répondu, il me semble. Je vois notamment voilà, une question de Lise qui est en pause, je crois, jusqu'à 11h30. Donc, je saute sur l'occasion là pour lui répondre. Comment trouver d'autres associations pour former un collectif?
Nous sommes l'association Les Jardins de Voltaire et développons l'initiation à la permaculture pour tous, dont les enfants. Voilà, nous développons des actions avec des écoles et aimerions aussi intervenir dans les collèges. Je voulais répondre rapidement à Lise qu'effectivement c'est délicat si on n'avait pas encore identifié à ce stade les associations avec lesquelles vous souhaitez travailler. Voilà, donc pour être éligible, en fait, les projets déposés doivent déjà mentionner voilà, les associations partenaires. C'est-à-dire voilà, il ne faut pas qu'on en soit au stade de l'intention, mais qu'il y ait bien des collaborations effectives. Après, par rapport au fait voilà, de répondre à la question comment trouver d'autres associations pour former un collectif, voilà, euh, peut-être voilà, qu'il faut se laisser le temps de trouver ces associations pour déposer un projet peut-être l'an prochain, le temps de nouer des liens. Je ne sais pas quels seraient les conseils des uns et des autres pour trouver d'autres associations. Euh, c'est difficile parce que voilà, c'est une question qui va dépendre un peu de chaque territoire. Euh, mais en tout cas, à ce stade, ouais, je souhaitais voilà, vous alerter sur le fait que votre dossier ne serait pas éligible si voilà, on n'en est qu'au stade du souhait de s'associer à d'autres. Dans cette cas de figure, je vous conseille de faire une proposition plutôt en coup de main cette année, qui pourrait vous soutenir. Par ailleurs, voilà, coup de main. Donc, du coup, c'est un autre dispositif de la Ah, Fondation Nature et Découverte qui soutient des. Bah, peut-être que David, tu es le mieux placé pour ouais, répondre. rapidement, la Fondation Nature Découverte, depuis 2010 maintenant, finance chaque année une centaine de coups de main à hauteur maximum de 3 000 euros. Elle y associe pleinement ses équipes. On a à peu près une centaine de magasins représentés sur l'ensemble du territoire national. Pagex, pas dire de bêtises, mais on a un magasin à Chambéry, ça doit pas être très loin. Et l'idée c'est de proposer un projet. Alors bon, les projets on en reçoit énormément, hein, mais qui puisse être défendu par un salarié qu'on va appeler le réseau vert, qui est notre ambassadeur des engagements de Nature et Découverte à l'échelle de son magasin. Il va pouvoir, vous allez pouvoir rentrer en contact, faire une proposition sur le site internet de la fondation, et cette fois dans la catégorie coup de main, euh, et voir si vous pouvez être soutenu par un magasin qui va pitcher dans des comités internes qui ont lieu sur l'année votre projet auprès des autres salariés et voir s'il peut obtenir un soutien. Soutien, si vous l'avez, qui pourrait être complété l'année suivante par un arrondi local pour vous permettre de compléter la première dotation par une dotation des clients reversée sur chaque achat en caisse qui peut vous permettre d'aller chercher la somme que vous avez demandée au départ. Ça peut être le pied à l'étrier pour passer à l'étape de l'appel à commun l'année prochaine. Voilà. Je, je poursuis avec donc deux questions. L'encadrement d'actions pédagogiques peuvent-elles également être prises en compte pour impulser une démarche globale? J'aurais tendance à répondre oui, tout à fait. Euh, et par ailleurs, s'il y a un coprojet, mais une seule structure associative qui peut déposer, euh, est-ce que vous confirmez que le montant de financement est, alors là, doit bien être compris entre 6 000 et 15 000 euros? Donc par rapport à ça, est-ce que l'un d'entre vous souhaite répondre? Euh, Selon moi, effectivement, les fourchettes de financement sont bien de 6 000 à 15 000 euros pour des projets à dimension départementale ou régionale. Voilà, mais en fait, tout dépend aussi de la dimension territoriale de votre projet. Oui, je crois que Patricia a donné une précision tout à l'heure en disant que on souhaitait avoir une capacité de s'adapter par rapport à vos propositions. Évidemment, si demain on a
20 associations lauréates qui explosent le plafond qu'on vous a proposé, ça va être compliqué de pouvoir répondre de façon satisfaisante à vos demandes. Euh, on s'interdit pas, en tout cas, de regarder de près une proposition qui pourrait excéder ce plafond qu'on a mis. L'objectif, c'est pour rester sur une action nationale bien répartie sur 11 régions. On se dit que si on finance autour de deux projets par région, ben on est dans le vrai, plus quelques projets nationaux. Après aussi, à vous de nous convaincre que vos projets méritent ou ont besoin d'un soutien plus fort potentiellement. Euh, et puis à nous aussi de pouvoir convaincre des gens comme Nicolas ou Claire tout à l'heure de nous accompagner pour nous donner les moyens de soutenir plus largement encore ces projets pour pouvoir répondre de façon affirmative à des propositions un petit peu singulières, mais qui nous paraîtraient intéressants d'accompagner. Ça, c'est vraiment le travail de l'année 2025 pour nous, c'est tirer un bilan de 3 années d'action avec les bilans de chacun des projets présentés et se dire bah, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment on peut travailler différemment ensemble ou comment on peut impulser des dynamiques sur des thématiques particulières. Et ça, c'est vous qui allez nous inspirer par rapport à tout ça. Donc, on peut difficilement répondre aujourd'hui à cette question, si ce n'est de vous dire, bah, ça va dépendre de la qualité des propositions que vous allez nous faire. Vous allez forcément, il va falloir faire des choix sur les projets qu'on va financer. Oui, et puis vous avez vu, quand j'ai projeté tout à l'heure, ben, le montant moyen est autour voilà, de 12 000 €, donc tout projet confondu l'année dernière, donc ceux qui étaient à plus, les projets nationaux aussi compris. Donc il y a aussi des projets qui ont été soutenus à, je crois, entre 6 000 et 10 000 €. Donc voilà, tout dépend des besoins du terrain. Il n'y a pas une réponse standard qu'on peut faire, mais ça va dépendre voilà, de votre projet, des besoins du terrain, des autres projets aussi en compétition, entre guillemets. Donc ça va être tout ce travail d'instruction de projet des prochains mois. En tout cas, merci à tous pour vos questions et votre intérêt et votre présence ce matin. Ouais, on espère que ce webinaire vous a permis de bien comprendre à la fois nos intentions et nos exigences, entre guillemets, pour vous accompagner dans vos projets et les aider à grandir en lien avec la nature. Voilà. Et puis bon courage à vous. On sait que c'est vrai que cette étape de formulaire, en fait, entre guillemets, entre maintenant et le dépôt du dossier, hein, le dépôt du dossier, c'est en mars. C'est maintenant le moment de monter le projet, enfin, ou peut-être qu'il y a déjà des collectifs qui existent et qui sont déjà structurés. Mais en tout cas, ça vous laisse quand même un peu de temps pour vraiment aboutir le projet, même si le formulaire, ce sera déjà voilà, les premières pierres, les premières pierres qui seront posées. Merci à tous les intervenants qui se sont rendus disponibles aussi pour vous partager voilà, nos intentions. Et c'était important aussi de vous montrer que derrière un appel à commun, il y a des personnes, des personnes investies à tous les niveaux et qui font un travail remarquable pour faire en sorte à ce que cet appel à commun vive et soit source d'inspiration aussi pour vous. Donc ça fait chaud au cœur de voir aussi vos messages et de voir que c'est important pour vous aussi d'avoir cet accompagnement et de vous préciser un petit peu nos intentions. Voilà. Bonne fête à toutes et à tous et à très vite, on l'espère. Merci à tous. Bonne fin d'année. Au revoir. Merci, bonne fin d'année. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir tout le monde.